Bonjour tout le monde, je m'appelle Kyle Jacques Rose. Merci beaucoup aux organisateurs de cet événement, le 11e colloque international sur le diabète et la nutrition. C'est un grand honneur d'être parmi vous, un de vos orateurs. Et je voulais particulièrement remercier Diabetes Morocco, Diabète Maroc, et le professeur Jamal Belkadia de m'avoir invité à partager avec vous un peu mon parcours personnel avec le diabète aujourd'hui. Je voulais aussi commencer par vous me présenter. J'ai plusieurs affiliations dans le monde du diabète. Parmi ceux-là, je suis vice-président de la Fédération internationale du diabète, membre des Board of Directors. Également, je travaille à l'école de médecine de Stanford University, où j'habite en Californie, entre autres engagements que vous pouvez voir sur cette liste. J'ai aussi des engagements rémunérés avec plusieurs sociétés dans notre secteur de diabète que je voulais vous présenter ici en tant que disclosures. Alors, qui est Kyle Jacques? D'où je viens? C'est un peu un mélange. Franco-américain, double nationalité. Vous voyez une photo de la patate, et c'est en fait la patate d'Idaho. J'ai vécu la moitié de ma vie aux États-Unis grâce au travail de mon père et la moitié de ma vie en France. Idaho, c'est au nord-ouest des États-Unis et c'est connu pour les patates. Et même sur la plaque d'immatriculation, c'est écrit Famous Potatoes. C'est aussi connu pour d'autres choses comme le parc Yellowstone. En France, chez moi, c'est la Savoie, le monde du vélo, du ski et du fromage, pas loin de la frontière. Pardon, près de la frontière suisse. Mais aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de mon histoire du diabète. Cela a commencé pour moi quand j'avais 16 ans. Je suis allé à un rendez-vous d'ophtalmologue qui a expliqué qu'il fallait que je me teste pour le diabète de type 1 parce que ma vue avait changé tellement rapidement, tellement brutalement, qu'il y avait forte chance que j'avais le diabète de type 1. Il avait raison, j'étais hospitalisé ce même jour-là avec une glycémie de plus de 8 grammes. J'avais tous les symptômes, j'étais déshydraté au point que j'avais des crampes musculaires un peu partout dans mon corps, j'avais une grosse soif, une fréquente urination et j'avais une perte de poids qui était assez importante. Voilà où a changé ma vie, un nouveau chapitre. J'avais un déni, une frustration. Pourquoi moi, le diabète? J'étais sportif, je ne comprenais pas. Mais petit à petit, avec l'éducation, pendant ces 5 jours en hôpital, et puis beaucoup de semaines après, j'ai mieux compris les objectifs. Mon inquiétude, petit à petit, était de moins en moins, mais quand même une dépendance sur l'insuline pour le reste de ma vie sans interruption. Ce qui était important pour moi pendant cette période, c'était de pouvoir continuer des activités comme le sport, le foot et le vélo. Et il y avait une certaine motivation autour de ça, de comprendre comment bien se préparer pour faire ces activités-là. Et puis aussi pour éviter les complications, bien sûr, avec les reins et les yeux, se sentir mieux. Petit à petit, j'ai aussi compris qu'il fallait être réaliste avec les objectifs et surtout les cibles de glycémie. Je n'allais pas toujours être à 100 mg par décilitre. Il y allait y avoir des hauts et des bas. Heureusement pour moi, j'ai rencontré un groupe formidable de diabétiques qui étaient très actifs dans le monde du sport, qui s'appelait Team Type 1. Aujourd'hui, l'équipe s'appelle Team Novo Nordisk, mais déjà à ce point-là, ils faisaient des triathlons, des événements d'endurance et beaucoup de vélo. Et j'ai pu rencontrer des individuels formidables qui avaient des histoires et des témoignages de comment ils ont pu travailler avec leur équipe de professionnels de santé et gérer leur glycémie pendant ces événements. Et en revanche, comment faire du sport pouvait aider à gérer des très bonnes glycémies et même à éviter les hypos si on s'occupait bien de se préparer en avance. On voit bien que c'était il y a un moment parce que cette photo-là, dans mon profil,
j'avais beaucoup plus de cheveux. Excusez-moi encore une fois pour plusieurs diapos dans ma présentation qui sont en anglais, mais je vais essayer au moins de vous en parler en français. Grâce à cette équipe et ce groupe, j'ai pu faire beaucoup de campagnes de sensibilisation autour des courses que j'ai fait un peu à travers du monde, avec des médias comme l'équipe, le journal de 13 heures, de TF1, A2. C'était vraiment formidable que on avait un outil à utiliser comme ça pour essayer de engager le grand public, mais à la même fois encourager les gens qui étaient soit déjà diabétiques ou soit pour prévenir avec des, l'activité physique. On en a beaucoup parlé pendant votre congrès de l'importance de l'alimentation et l'activité physique. Des colonies de vacances avec des enfants diabétiques faisaient partie de cela. Et puis bien sûr des sorties sur ces fameuses montagnes en Savoie et dans les autres parties du monde avec d'autres diabétiques, avec des autres gens que moi j'appelle mon entourage de type 3 qui m'ont beaucoup soutenu à faire des sommets, à faire des hauts et des bas, des montagnes russes de glycémie pour montrer que malgré le diabète, on pouvait beaucoup faire dans la... Voilà une partie de ma présentation qui est vraiment importante parce que ça représente des années et des années où j'ai étudié comment les différents variables, les facteurs avaient un impact sur mes glycémies. Et grâce à l'aide de professionnels de santé comme le Dr. Miles Fisher à la NHS en Écosse, qui a publié d'ailleurs tous ces résultats. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers moi, je pourrais vous donner le lien de cet article. Mais en gros, on a pu identifier des variables qui ne vont pas vous étonner, je pense que ce ne sera pas une surprise, mais pour moi, qui faisais à la moyenne 25 heures d'entraînement par semaine, je pouvais vraiment voir quel avait le plus d'impact. L'intensité, la durée du sport, mais particulièrement l'insuline. Alors ça veut dire que si j'étais à un point où j'étais 2 heures après une injection, par exemple, au milieu de la courbe d'absorption de cette insuline rapide, eh ben, il y avait le plus gros risque de hypoglycémie. Il fallait absolument, si je commençais un effort intense, justement, que je prenais un complément de resucrage. C'est pourquoi il y a tellement une différence entre le 30 et 100 grammes de glucides par heure. Ça dépend justement, et c'est en fonction de ces autres variables, avec des cibles qui sont quand même assez agressives, que vous pouvez voir listées ici. Grâce aux outils comme le pompe à insuline, j'ai pu m'adapter et voir s'il y avait un basal temporaire, justement, que je pouvais commencer peut-être 1 ou 2 heures à l'avant du sport, et puis continuer peut-être 6, 7, 8, 9, 10 heures après l'effort pour éviter les hypoglycémies. Alors voilà une partie de ma présentation qui essaie d'expliquer un peu mon- ma passion dans ce que je fais, dans mes projets. En fait, je suis formé en tant qu'ingénieur et j'ai eu cette grande chance de pouvoir me concentrer sur le vélo pour certaines années. Mais en parallèle, je travaillais toujours dans des entreprises et des centres de recherche qui se concentraient sur des dispositifs médicaux, dont un grand nombre de produits pour les diabétiques, où j'étais tellement passionné et tellement motivé de travailler là-dessus que j'ai continué et j'ai fait une carrière là-dedans. Alors soit dans mes travails en tant que bénévole ou soit dans mon travail en projet en start-up, entre autres. Je pense que pour moi, la mission était toujours le plus important de porter parole pour les patients et d'adapter des produits ou des projets pour que le patient soit représenté. Voilà la deuxième partie de ma présentation qui va se concentrer sur les catégories de technologies qui m'ont aidé depuis mon diagnostic. Alors, on va commencer avec le lecteur de glycémie en continu traditionnel que vous pouvez reconnaître tout de suite. Je pense que c'est important en tant qu'ingénieur, je vous dis qu'il y a quand même des différences entre les lecteurs de glycémie. Vous connaissez peut-être qu'il y a pouvait avoir des différences de précision.
jusqu'à 10 à 15 à 20% en fonction des fabricants et puis aussi en fonction de comment l'utilisateur se lave bien les mains et utilise le produit comme il faut. Et voilà justement les documents qui sont inclus dans tous les produits de lecteurs de glycémie traditionnels, le Clark Error Grid, pour comparer ces résultats. Mais tout de suite, je vais passer au lecteur de glycémie en continu parce qu'on parle beaucoup de ça. Et pendant cette diapo, je mentionne toujours le fait que j'avais beaucoup de chance, que j'avais accès à ces systèmes-là grâce à l'assurance aux États-Unis, privée par exemple, ou grâce à la sécurité sociale en France. Je sais que c'est pas toujours le cas partout dans le monde. Je suis très au courant de cela avec tout mon travail chez l'IDF et c'est important de le dire. Alors j'ai eu une grosse chance depuis 20 ans. Je porte ces systèmes à la moyenne probablement 5 jours sur 7. Et j'ai pu apprendre beaucoup, beaucoup par rapport à comment bien gérer ma glycémie. On voit 5 systèmes différents, Abbott, Medtronic, Dexcom et puis Senseonics en bas qui est un peu différent, mais je pense que j'ai pas le temps d'aller dans les détails. Alors je vais tout de suite parler du fait que je pense qu'il y a des populations de patients qui peuvent bénéficier plus. Par contre, je dirais que vraiment tous les patients peuvent vraiment bénéficier de ces systèmes-là. Moi, j'avais une perte de connaissance de hypoglycémie pendant une grosse période et grâce à cet outil-là, j'ai pu récupérer des symptômes à un niveau beaucoup plus élevé pour prévenir des hypoglycémies. Aussi, il y a une population qui a besoin de, comme vous le savez bien, en tant que professionnel de santé, de garder des glycémies euh, très sévères, c'est pas le bon mot, mais dans un cible assez agressif, et c'est les gens qui sont les femmes en grossesse. Je pense qu'il y a d'autres exemples aussi, mais je cite ici le Dr. Tim Bailey de la AMCR Institute qui parle des populations qui peuvent euh, avoir le plus gros bénéfice. Pour moi, c'était vraiment les tendances et les alarmes qui m'ont vraiment permis de bénéficier le plus de cet outil. Je passe tout de suite au stylo à insuline. Alors traditionnellement, il y a deux catégories, ceux qu'on peut réutiliser et ceux que l'on ne peut pas réutiliser. Mais je pense qu'il était peut-être un peu plus intéressant que c'est les stylos maintenant qui sont connectés, soit le lecteur de glycémie, soit le lecteur de glycémie en continu. Et là, on voit plusieurs exemples, le système Malia de Biocore, Bigfoot Biomedical en haut, aux États-Unis. Euh, on voit Novo Nordisk, Companion Medical de Medtronic et Eli Lilly. Et tous ces systèmes-là, ils essayent de aider le traitement en faisant un complément de dosage d'insuline avec les glycémies et de prévenir, par exemple, que quelqu'un se prenne trop d'injections à la suite. Peut-être, je dis moi, hein, je parle de moi, il y a des fois où je ne suis pas très patient et j'ai envie que cette glycémie haute descende et puis je me donne plusieurs injections de suite. 2 heures plus tard, je suis en hypoglycémie. Ce genre de système peut aider les gens à prévenir des hypoglycémies. À la même fois, ça peut aussi aider s'il y a, par exemple, un bolus ou une injection qui est oubliée pendant une période, pendant un repas, pendant une après-midi, parce que le système enregistre tous les dosages. Et je pense que comme la plupart des gens, comme vous le savez bien, qui ont le diabète, utilisent ces systèmes-là pour donner de l'insuline, le fait qu'il y a une connexion maintenant, un portail, à une application, à un algorithme, peut avoir un gros impact. Et c'est un des produits où j'ai vraiment le plus d'enthousiasme parce que je pense que ça peut avoir le plus grand impact dans notre monde du diabète. Je voulais aussi parler du Afrezza de Mankind, qui est un système d'insuline à inhaler qui n'est pas disponible dans beaucoup de marchés du monde. Et même aux États-Unis, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de remboursement pour ce produit-là. J'ai eu l'opportunité d'essayer le système. Et c'est vrai que pour des repas, par exemple, je vais parler du riz blanc ou quelque chose qui s'absorbe très rapidement, ça m'a beaucoup aidé. Le système, j'avais l'impression, et en regardant mes courbes de glycémie, euh, était absorbé dans 10 à 15 minutes, et puis ça partait de mon système au niveau absorption 1 heure et demie plus tard, bon, à la moyenne, on va dire.
très intéressant et je pense qu'il y a beaucoup de développements qui sont en train de se faire sur ces genres de molécules. Les pompes à insuline, enfin, voilà plusieurs marques. Je ne vais pas aller en détail sur toutes les marques, mais je veux surtout passer à la prochaine slide qui va non seulement parler des différences, mais aussi de comment ils se connectent au lecteur de glycémie en continu. Et c'est là où on voit que le marché est vraiment en train de se développer. Alors on commence à gauche, c'est le Omnipod 5 qui vient de sortir aux États-Unis, connecté au Dexcom. Après, il y a le système Diabeloop qui connecte plusieurs pompes différents, entre autres la pompe Roche et le capteur Dexcom. Après, il y a le système Medtronic avec le capteur Medtronic et la pompe Medtronic, le CamDiab, système qui vient d'Angleterre, et le système Tandem. Et je pense que là, quand on couple la pompe à insuline, le lecteur de glycémie en continu et l'algorithme, on voit vraiment un système, une boucle fermée qui permet d'aider à gérer pendant la nuit, pendant le sport, pendant toutes sortes d'activités où c'est vraiment difficile sans avoir l'aide de ces outils. Alors je pense qu'on passe une étape où on va en voir de plus en plus de ces systèmes qui apparaissent sur le marché et j'espère de plus en plus de remboursement. Comme j'ai déjà dit, pour les gens sur injection, il y a encore beaucoup de systèmes qui essaient de se coupler avec l'information du capteur ou du lecteur de glycémie. Et je pense que c'est très important que ces systèmes continuent à développer pour toutes les raisons que j'ai déjà expliquées. Il y a beaucoup de systèmes qui sont déjà annoncés, où il y a des études cliniques qui sont en cours. Par exemple, le iLet Bionic Pancreas de Massachusetts, c'est le Dr. Ed Damiano, euh, entre autres partenariats qui ont été annoncés dans le marché. Alors je pense qu'on va avoir beaucoup de nouveaux systèmes qui s'apparaissent dans les prochaines années. Et un autre système qui est très important, et c'est un système do it yourself. Alors, en vrai, on appelle ça un open source system. Do it yourself, c'est un peu le surnom. Mais il y a des milliers de patients qui ont créé leur propre système avec du dispositif médical disponible dans leur marché en couplant des marques pour faire fonctionner une boucle fermée hybride qui fonctionne très bien pour eux. On voit dans une publication qui vient d'être sortie par la Dr Brunet et Dr Lal, euh, entre autres, qui montrent des résultats assez impressionnants avec un open source Automated Insulin Delivery Consensus Statement, un International Consensus Statement signé par des nombreuses associations, entre autres la Fédération internationale de diabète et la ADA et la EASD. Je vous conseille de regarder ça de plus près si vous ne connaissez pas ces systèmes-là. Alors, j'ai beaucoup d'enthousiasme pour cette dernière catégorie, la catégorie de logiciels, où j'ai fait beaucoup de travail professionnel. Malheureusement, je ne pense pas qu'on aurait le temps d'aller dans le détail que j'aurais espéré. Il y a environ 200 000 applications dans le App Store ou le Google Play Store qui sont des applications de e-santé. Vous vous rendez compte, c'est assez impressionnant. Mais un exemple très concret dans le diabète, ça c'était une photo qui était prise par le blog de Gluco, un fabricant de logiciels qui essaye d'adapter pour qu'il n'y a pas besoin d'un câble différent de chaque dispositif médical. J'imagine que ça pourrait, vous pouvez comprendre. J'imagine que dans quelques de vos bureaux qu'il y a eu, ou peut-être encore aujourd'hui, il y a cette situation. Et c'est dingue que je pense que c'est vraiment malheureux on n'arrive pas à avoir un câble standard pour tous ces dispositifs. Et il y a certainement des entreprises et des associations qui travaillent là-dessus. Mais dans mon travail et dans mes publications, si ça vous intéresse, j'ai créé des catégories précises des applications différentes, des logiciels différents. Encore une fois, je ne crois pas qu'on aurait le temps de regarder ça aujourd'hui, mais je peux vous rediriger vers un position paper de l'IDF Europe que j'ai aidé avec et un livre qui s'appelle The Digitization
digitalization of healthcare. Pourquoi c'est important tout ça? Alors, il y a 7 ans, j'ai fait partie d'une étude clinique avec le professeur Canard et aujourd'hui, je porte ce même système commercialisé. Alors, ça vaut le coup, toutes ces études. Je termine ma présentation avec un petit sourire parce que j'ai eu une surprise ces dernières 2 années avec Aaron Henry, mon fils qui a 2 ans maintenant, qui aime bien manger le dispositif médical, comme vous pouvez voir dans la photo. Ça nous a amené des sourires, même pendant une période assez difficile. Merci pour votre temps et pour votre attention.